Le président français salue les grands succès du président ivoirien. C'était au cours de la conférence de presse co-animée par François Hollande et Alassane Ouattara hier. La synthèse de cette rencontre dans quelques instants. Un réseau de trafiquants de produits pharmaceutiques démantelé à Odiéné. Les trafiquants ont été mis aux arrêts. Les explications de nos reporters de RTI Boaké dans ce 13h. En Afrique du Sud, le pays se souvient du héros de la lutte anti-apartheid. Les Sud-Africains sont appelés à observer 6 minutes et 7 secondes de bruit dans tout le pays. Bienvenue à tous. Direction la France, où le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec son homologue français, François Hollande, hier au Palais de l'Élysée. Au terme de cet entretien, les deux chefs d'État ont co-animé un point de presse, la synthèse de cette rencontre avec notre envoyé spécial, Abiba Dambélé-Sabi. Après les honneurs militaires rendus par la garde républicaine, le président de la République de Côte d'Ivoire a été chaleureusement accueilli par son homologue français, François Hollande. Les deux personnalités ont évoqué pendant près d'une heure des questions d'intérêt commun. Le président français a félicité le président Alassane Ouattara pour les bons résultats économiques obtenus sous son mandat. Le développement économique de la Côte d'Ivoire est impressionnant et il ne doit surtout pas être altéré ni par les fléaux sanitaires qui sont proches, mais qui sont contenus, ni par la situation sécuritaire dans la région. Et c'est le sens de notre relation, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui est un exemple pour beaucoup de pays, y compris dans la capacité avec laquelle la Côte d'Ivoire a assuré sa transition, que nous puissions garder cette stabilité. Et en même temps, dans le respect des droits, c'est ce qui se produit. Ce à quoi le président Alassane Ouattara a répondu en remerciant la France pour ses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire à quel point la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire est exemplaire. Nous avons été soutenus de manière remarquable et ceci nous a permis de sortir de la crise post-électorale et de faire des progrès importants ces 3 dernières années. La Côte d'Ivoire approche un taux de croissance de 9 à 10% du PIB depuis 2012 et nous comptons poursuivre dans cette voie. Et en même temps, nous faisons en sorte que cette croissance profite à la population en faisant des investissements importants dans le domaine de l'éducation, de la santé et bien évidemment des infrastructures. Le président Hollande a souhaité que la réforme de l'armée puisse s'accélérer et que l'élection présidentielle de 2015 se déroule dans la transparence. Nous voulons d'ailleurs que les élections qui vont avoir lieu en 2015, élections présidentielles, puissent être dans la transparence et avec un pluralisme et donc une pluralité de candidats. Mais ça ne dépend pas que du président. Il convient que les forces qui veulent se présenter au scrutin puissent le faire librement et veuillent le faire. Parlant de la situation au Faso, le président Hollande a rappelé l'exigence du respect de l'ordre constitutionnel. Il s'est produit les événements que l'on sait et nous devons avoir la même exigence, c'est-à-dire celle que nous avions portée à l'égard du président Compaoré. L'exigence, c'est le respect de l'ordre constitutionnel. L'exigence, c'est la date des élections et d'avoir là aussi un processus de transition. Mais la France est aux côtés du Burkina Faso dès lors que ces conditions-là sont respectées. Le président Alassane Ouattara s'est également dit préoccupé par la crise au Burkina Faso. Nous avons près de 3 de burkinabés en Côte d'Ivoire et c'est important pour nous que ce pays connaissent une stabilité et surtout que les élections se fassent dans des délais rapprochés et des élections démocratiques qui permettent donc d'avoir un régime légitime pour que la coopération puisse s'accélérer entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et j'ai indiqué que nous souhaitons un soutien de la France à l'équipe burkinabé pour que ce pays qui n'est pas très riche n'éprouve pas de plus grandes difficultés pour le futur. Nous aurons l'occasion, dans moins de 2 semaines, à Abuja, au niveau de
de la CEDEAO de prendre des décisions concernant l'évolution de la situation au Burkina. L'objectif important maintenant, c'est de faire des élections démocratiques dans des délais rapides pour que le Burkina puisse bénéficier du soutien de la communauté internationale. Le président Alassane Ouattara a par ailleurs remercié son homologue français pour sa solidarité envers le peuple guinéen qui est touché de plein fouet par l'épidémie à virus Ebola. Après l'Elysée, le président Alassane Ouattara a partagé son expérience au forum de l'Aspen Europe-Afrique. Il a accordé une interview au président de Aspen France, Cyril Benoît, entretien dans lequel le président de la République a expliqué ses actions et sa vision. L'Institut Aspen s'inscrit dans des valeurs humanistes qui se résument en 3 mots: comprendre, vouloir et agir. Et nous reviendrons largement sur cette importante contribution du chef de l'État au forum de Aspen Europe-Afrique dans nos prochaines éditions avec Abiba Damblé-Sabi. Et après son séjour à Paris, le Premier ministre est de retour à Abidjan depuis hier. Le chef du gouvernement a annoncé la visite en Côte d'Ivoire du mouvement des entreprises de France, MEDEF, le patronat français, dans le courant de 2015. Durant son séjour français, qui s'est fait à la demande du chef de l'État, Daniel Cablon-Duncan a signé avec Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, le 2e contrat de désendettement et développement portant sur 638 milliards de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale, lui, est à Bondoukou depuis hier dans le cadre de la célébration de la journée de l'agriculture. À peine arrivé, Guillaume Soro a rencontré les chefs coutumiers et religieux du Zanzan. Il s'est rendu à Sorobango, la sous-préfecture qui abrite la première mosquée de la région. Le chef du Parlement a visité l'édifice et échangé avec les populations. Le point avec Léon Brou. Plus qu'un lieu saint, cette mosquée construite en 1763 par Samori Touré constitue pour la région du Gontougo une attraction touristique. Son architecture et les matériaux utilisés pour sa construction, seulement du bois et de la terre battue, continuent d'assurer à l'édifice la solidité des temps modernes. Nous sommes à Sorobango. Le chef du Parlement, un chrétien catholique, visite cette mosquée. C'est une façon pour les gardiens du temple et leur hôte Guillaume Soro de montrer l'unité ivoirienne dans la diversité culturelle et religieuse. C'est quand même que je suis, moi, Guillaume Soro, chrétien catholique, invité exceptionnellement dans un cadre para-œcuménique à être dans ces lieux. Et ça me paraît extrêmement important, la tolérance des religions. Que faut-il encore pour expliquer que nous vivons dans un pays qui a beaucoup de chance? Ici, le dialogue interreligieux et la tolérance religieuse soient célébrés. C'est ce symbole que je veux que vous puissiez retenir de ma présence, n'est-ce pas, dans cette mosquée. Avant cette visite de la mosquée, le chef du Parlement a échangé à son arrivée à Bondoukou avec El Hadj Timité Kolonga Mohamed, grand imam de la ville, et Nana Adoubibi, chef de la province Pinango. Ainsi, en phase avec les autorités religieuses et coutumières, Guillaume Soro sera élevé à la dignité de prince de Pinango, une fois à Sorobango. La localité est aussi connue pour sa forte production agricole, 5000 tonnes de cajou sur les 20 000 de la région de Gontougo, par exemple. Les échanges avec les populations ont donc tourné autour de la valorisation de l'agriculture, sujet auquel est consacrée la journée de ce vendredi 5 novembre à Bondoukou. Ce séminaire de renforcement de capacité des cadres des comités nationaux de politique économique sur le thème de la gestion de la dette publique, séminaire initié par le programme de formation en gestion de la politique économique. Les détails avec Sephora Zegui et Franck Dio. 6,175 milliards de francs CFA, c'est l'estimation de la dette publique en 2013. Elle équivaut à 49% du PIB, largement en deçà du seuil de convergence de la zone UEMOA qui est de 70%. Le ratio de 70% fixé comme taux d'endettement pour nos États membres dans le cadre de la surveillance multilatérale, c'est bien. Mais à côté de ce ratio qui est plutôt normatif, je pense que nous devons nous astreindre à conduire régulièrement des exercices de soutenabilité de la dette. La soutenabilité de la dette ne doit jamais être supposée, elle doit être testée. Et testée régulièrement pour s'assurer que la dette que nous contractons aujourd'hui sera remboursée sans difficulté. Et justement, la question de la dette publique est au cœur de cette rencontre d'Abidjan.
Plusieurs cadres venus de 10 pays de la zone ouest africaine échangent sur la question de la dette publique. Une initiative du programme de formation et gestion de la politique économique pour les pays de l'UEMOA-GPE. Il faut faire en sorte que l'allègement de la dette, voit que cela aide l'État à être plus libre en matière de gestion des politiques économiques. Il ne faut pas que la dette ne puisse pas remonter et à nouveau poser des contraintes en matière donc de gestion de la politique économique. 2 semaines donc pour confronter les acquis en matière de politique, de désendettement, mais surtout se familiariser au nouveau cadre juridique et technique de gestion et de formulation de la dette publique. Un forum agricole se tient au Japon. Il réunit les coopératives agricoles ivoiriennes et celles du Japon. Au menu de cette rencontre, le renforcement des capacités et le financement des coopératives ivoiriennes. Adama Kone. Les coopératives agricoles ivoiriennes à l'école de celle de Kanazawa au Japon. Réputées pour leur modèle d'organisation et pour leurs techniques de production totalement indépendantes de la saison, du climat, du sol et de la pluviométrie, les agriculteurs de Kanazawa peuvent aider au développement agricole de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire puisse expérimenter l'expérience du développement agricole des coopératives et des agriculteurs de Kanazawa, car ils sont un bon modèle, surtout le Japon. C'est pour cela que nous sommes venus avec les coopératives pour apprendre l'expérience des agriculteurs de Kanazawa. Au point où les coopératives sont capables elles-mêmes de se prendre en charge, leur propre développement. Donc nous allons nous enrichir de l'expérience des coopératives d'ici pour permettre à nos coopératives de se prendre en charge également. Saluant les coopératives ivoiriennes, Hideyoshi Kozaka, administrateur général de la Japanese Association, a souhaité une véritable coopération entre les organisations agricoles ivoiriennes et japonaises. Un vœu qui devrait se concrétiser en mai 2015 lors du prochain forum agricole ivoiro-japonais organisé par Afri-Japan Africasia. À cette occasion, 80 milliards de francs CFA seront mobilisés pour financer les coopératives ivoiriennes. Le volet agricole n'est pas le seul axe développé par Afri-Japan Africasia. Le partage d'expériences en matière de médias fait partie des préoccupations de cette structure. Ainsi, le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko, a séjourné au Japon, où il s'est entretenu avec le grand patron des médias japonais, Osakaka, ancien directeur de communication de Ban Ki-moon. La 7e édition de la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne lancée, dénommée CEPRI, cette manifestation annuelle se veut un cadre de promotion et de diffusion des acquis de la recherche ivoirienne auprès des opérateurs privés et de la société civile. C'est également une plateforme de promotion de l'innovation en Côte d'Ivoire. Mahamadou Traoré et Francis Boifo. 3 jours pour vulgariser et promouvoir les résultats de la recherche et de l'innovation. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique veut placer la recherche et l'innovation au cœur du processus de développement socio-économique. Thème de ces journées de réflexion et d'exposition, l'innovation au service de l'entrepreneuriat. Cette thématique va permettre de renforcer le lien entre le milieu de la recherche, les résultats de la recherche des inventeurs, innovateurs, et le lien avec le monde, je dirais, industriel et le public, c'est-à-dire les futurs utilisateurs de ce produit. La nouvelle variété de semences de cola qui réduit le temps de production du colatier de 10 à 5 ans et le cacao Mercedes sont des preuves de recherche du CNRA, Centre national de recherche agronomique. Le ministère travaille à la mise en place d'un important dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises à partir des résultats de recherche et des innovations. Il s'agit notamment de la mise en place de bureaux de valorisation dans chaque structure de recherche et la création d'incubateurs d'entreprises et de plusieurs unités de recherche industrielle dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Prévu s'achever ce 6 décembre, la 7e édition de la semaine de promotion de la recherche et de l'innovation sera marquée par la remise du prix du patronat pour l'innovation 2014.
Au chapitre médias, les journalistes et dirigeants sportifs, consultants, échangent en ce moment sur la réforme du contenu des émissions de sport sur les chaînes télé de la RTI. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, les a invités à plus de professionnalisme pour affronter la concurrence des jours à venir. On fait le point avec Oda Legbe. Pendant 3 jours, les séminaristes vont étaler leurs réflexions pour le bon traitement de l'information sportive. Dans un monde où la concurrence télévisuelle est montante, recherche et innovation sont les mots qui reviennent afin que la bataille de la compétition soit gagnée d'avance pour la RTI. Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, ne compte pas rester en marge de cette émergence. La question du développement du sport, nous ne pourrons pas la résoudre seuls. Et donc j'ai noté un certain nombre de propositions qui ont été faites par ces représentants. Et je crois que c'est tout le but de ce séminaire, c'est de partager nos idées et les leurs pour développer le sport. Les dirigeants de fédérations sportives à tour de rôle ont exposé leurs difficultés et leurs attentes. La RTI doit compter avec l'athlétisme ivoirien pour essayer d'étoffer ses programmes de sport. Quand on parle aujourd'hui de libération de l'espace audiovisuel, je pense qu'il faut innover. Il faut innover avec des disciplines qui gagnent comme l'athlétisme. Ces attentes sont essentiellement une plus grande implication de la RTI dans la promotion du basketball. La reprise de l'émission 5 majeurs, c'est un temps d'antenne qui était exclusivement consacré au basketball, mais également un accompagnement pour la recherche des sponsors. La ville de Grand Bassam, à travers le représentant du maire, se réjouit du choix du lieu de ce séminaire. Grand Bassam était la ville adéquate pour ce séminaire. Parce que retenez aussi que Grand Bassam est une grande ville sportive. En 1966, Grand Bassam a été la première commune à aller remporter le tournoi de Maracana au Togo. Donc Grand Bassam n'est pas seulement une ville touristique, elle est aussi sportive. Au-delà du contenu des émissions sportives, il s'agira au cours de ce séminaire de faire une analyse afin de corriger les insuffisances et créer les notions de cohésion et de responsabilité au sein du service des sports. Le premier numéro de ce groupe de presse écrite est paru le 9 décembre 1964. Le groupe est à son 15e numéro en 50 années de présence sur le marché. Notre reporter Serge Collier revient sur quelques grands moments de la vie de ce quotidien. À l'indépendance, le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire compte 3 organes d'information, à savoir une station radiodiffusion, Radio Abidjan, un hebdomadaire Fraternité et un quotidien Abidjan Matin. Excepté l'hebdomadaire qui appartient au PDC RDA, les autres organes sont dirigés par des Occidentaux. Face à cette situation, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a de grandes ambitions pour son pays, la Côte d'Ivoire, crée Fraternité Matin, un journal d'information générale centré sur la Côte d'Ivoire et animé par des journalistes ivoiriens. L'inauguration du groupe le 7 décembre 1964 et 2 jours après, paraît le premier numéro, soit le 9 décembre 1964. Fraternité Matin célèbre ses 50 ans. 50 ans, c'est l'âge de la maturité, mais c'est aussi l'âge de la remise en cause. C'est là où on se pose beaucoup de questions. Fraternité Matin a traversé un demi-siècle avec des hauts et des bas. Jusqu'en 90, on était le seul journal. Aujourd'hui, le journal qui a résisté au printemps de la presse au début des années 90 en Côte d'Ivoire a su garder sa place de référence dans le monde de la presse ivoirienne. Il accompagne la Côte d'Ivoire tout au long de sa croissance en étant un témoin privilégié qui rend compte des faits, des perceptions, des angoisses et des espoirs des Ivoiriens. Mon combat depuis que je suis à la tête de Fraternité Matin, c'est celui de la qualité. C'est le sérieux, c'est le professionnalisme, c'est la crédibilité. Pour marquer le cinquantenaire du premier quotidien ivoirien, une série d'activités est prévue. Elle débute ce vendredi 5 décembre pour s'achever le 12 décembre prochain. Et pour être complet sur le chapitre médias, la 16e édition du prix Ebony organisé par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, aura lieu le 10 janvier à l'hôtel Le Président de Yamoussoukro. Eugène Diekakou, journaliste professionnel et ancien président du Conseil national de la presse, a été nommé président du jury.
Des kits de communication pour la région du Kyologo, un geste du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication pour rendre l'administration publique de ces localités et les zones rurales performantes et efficaces. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Recevoir ou envoyer un fax. Avoir accès à Internet dans toutes les localités du pays afin de faciliter le bon fonctionnement de l'administration publique est désormais une réalité. Cela est possible grâce au Code de division multi-accès, CDMA, mis en place par le ministère de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication. Depuis le 10 octobre dernier, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, ANTSUT, sillonne le pays pour remettre les kits de communication à l'administration publique. 2 préfectures, 8 sous-préfectures, 13 centres de santé, 3 gendarmeries et 2 commissariats de police de la région du Kyologo ont bénéficié de ces kits à Kumbala. Le kit de communication est composé d'un téléphone fixe sans fil, d'une connexion Internet à haut débit et d'un modem. Le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Nabanye-Kone, en remettant les kits aux bénéficiaires, a expliqué la vision du gouvernement en matière de développement et de l'accès aux TIC. L'État s'engage à leur fournir des solutions techniques appropriées face aux problématiques liées à l'absence de réseau de télécommunications dans nos contrées rurales, mais également dans certaines zones périurbaines. Il est donc normal que notre administration, qui représente l'État le plus près possible des populations, que notre administration ne soit pas dotée de ces outils modernes de communication, de production de richesses et de développement. Pour montrer la fiabilité de ce matériel, des appels textes ont été émis depuis Kumbala. Allô? Bonjour, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Le projet d'équipement de l'administration publique concerne 5000 localités. Après la région du Kyologo, le week-end dernier, la région du Gontougo va recevoir la délégation de l'ANSUT le samedi prochain. Un cadre de vie propre pour une bonne santé, message bien compris par l'amicale Dieu vivant des femmes des 2 plateaux Agban. Cette amicale a organisé un programme de sensibilisation et de nettoyage à Cocody. Félix Amani et Kone Pagasso. Balai en main, les femmes de l'amicale Dieu vivant des 2 plateaux Agban décident d'assainir leur cadre de vie. Pour les responsables de cette amicale, un environnement sain contribue au bien-être de la population. Tous les jours, on parle de la saleté, les maladies qui sont autour de nous et les saletés qui conviennent au bola. En tout cas, toutes sortes de maladies. Pour éviter tout ça là, j'ai aidé à mes femmes chaque jeudi balayer devant vos portes, nettoyer pour que au moins vous aurez la santé. Les femmes membres de l'amicale Dieu vivant se disent heureuses de participer à ce vaste programme de sensibilisation et de nettoyage des rues du quartier de Plateau Agban. Occasion pour elles d'exhorter les habitants du quartier à imiter ce geste. On veut dire aux autres femmes de faire comme les femmes amicales Dieu vivant, de sortir des maisons au moins une fois dans une semaine, nettoyer les devantures des maisons pour qu'on serait un peu propre dedans là, ça serait un peu mieux. Par ce geste, les femmes de l'amicale Dieu vivant entendent prendre de l'avance sur certaines maladies liées à l'insalubrité. Un présumé réseau de trafiquants de produits pharmaceutiques démantelé à Odiéné, ils ont été mis aux arrêts. Reportage Kader Sogodogo. Des individus obsédés par la recherche de gains s'adonnent à une activité commerciale dangereuse. Le trafic de produits pharmaceutiques et diverses marchandises entre la Côte d'Ivoire et la Guinée voisine. Cela, malgré le virus Ebola qui sévit en Guinée, ce qui a poussé le gouvernement ivoirien à fermer ses frontières avec ce pays. Fort heureusement, les autorités ivoiriennes ne baissent pas la garde, particulièrement les forces de défense et de sécurité, ainsi que le corps préfectoral dans son ensemble. Sur information des populations, des éléments de la brigade de gendarmerie de Samatigila ont arrêté mardi à Koutoula, village situé à 18 km de Tienko,
20 trafiquants opérant entre la Côte d'Ivoire et la Guinée en violation de la fermeture de la frontière. Grâce aux actions discrètes et efficaces entreprises par le sous-préfet Sigbe Badé Donatien, notamment la mise en place des comités de crise dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, ce qui a permis un renseignement précis à la gendarmerie qui a mis le grappin sur les trafiquants. Le sous-préfet Sigbe Badé Donatien a lancé un appel à la vigilance à tous ses administrés pour dénoncer toute violation des frontières pour préserver la Côte d'Ivoire du virus Ebola. Aujourd'hui, journée mondiale des sols, une journée décrétée par les Nations Unies depuis 2002. L'objectif étant d'informer les populations sur l'importance des sols nécessitant une attention urgente. En Côte d'Ivoire, l'Association ivoirienne des spécialistes en sciences du sol a décidé de sensibiliser l'opinion. Une conférence a été donc organisée à cet effet. On fait le point avec Franck Quadio. La naissance d'un sol dure plusieurs millions d'années, mais meurt en moins de 10 ans. Au banc des accusés, l'homme, agriculture, élevage, habitat et pollution entre autres. Cette réalité, à l'échelle du globe, est exacerbée en Afrique, des millions d'hectares étant en dégradation selon le Centre de référence et d'information du sol du Programme des Nations Unies. À la faveur donc de la journée mondiale sur les sols ce 5 décembre, l'Association ivoirienne des spécialistes du sol, AI3S, fait le constat. Du fait de la dégradation de la forêt, l'état de santé des sols en Côte d'Ivoire se trouve gravement affecté. Face à la presse, une réalité évoquée. L'avis technique des experts n'est pas toujours pris en compte. Lorsqu'il s'agit d'évaluer une exploitation agricole, les textes, nos lois ne donnent l'autorisation qu'aux géomètres experts. Ailleurs, dans des pays qui nous servent d'exemple, comme le Canada, la valeur du sol s'apprécie après l'expertise du spécialiste de sciences du sol. C'est à partir de l'évaluation que le spécialiste de sciences du sol aura faite qu'on peut fixer le coût de cession d'un mètre carré, d'un hectare de terre pour les divers usages. Des cas et bien d'autres. L'Association ivoirienne des spécialistes des sciences du sol veut aujourd'hui sensibiliser. L'AI3S a un caractère scientifique. Son objectif, diffuser les informations concernant les sciences du sol. Dans le domaine de la santé, des femmes guéries de la fistule à Bondoukou viennent de recevoir des kits pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Il s'agit de faciliter la réinsertion de ces ex-porteuses de fistule dans le tissu socio-économique. Jean-Marie Kofi et Thérèse Tapeyoboué. À Bondoukou, ce sont 20 ex-porteuses de fistule qui ont reçu des kits d'une valeur de plus d'1 700 000 francs. Auparavant, ces femmes ont bénéficié d'une formation en comptabilité simplifiée en vue de gérer leurs activités. Ces actions ont été financées par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, à travers l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF. Des ex-porteuses de fistules ont été invitées à être des ambassadrices dans leurs différentes localités pour porter la bonne nouvelle de leur guérison aux autres. Le réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, le RACI, poursuit sa mission de paix à travers le pays. Récemment, ce mouvement était en tournée dans le département de Sassandra. Lors de cette tournée, le RACI a fait plusieurs dons de matériel. Mahamadou Traoré et Aman Niamien pour plus de détails. Mission de paix pour l'honorable Mamadou Kanigui Soro dans la région du Boclé. Le président du réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, RACI, accompagné d'une forte délégation, est allé à la rencontre des populations des sous-préfectures de Sago et de Dakbadou. Dans ces deux localités situées dans le département de Sassandra, Mamadou Kanigui Soro a prôné la paix et la cohésion sociale aux populations. Il leur a également fait des dons, entre autres, 7 tonnes et demie de ciment et du matériel électrique pour l'achèvement de la résidence du sous-préfet de Sago et le logement des instituteurs du village de Guédikbo. 75 tables bancs pour l'équipement de 2 salles de classe dans les villages de Goudiboué et de Niapidou. 700 poussins et plusieurs matériels d'élevage aux femmes du village de Sago. Aujourd'hui, vous permettez que nos petits frères qui s'asseyaient à 5, 6, voire 7 par table banc dans les écoles soient un peu soulagés en nous offrant ces quelques tables bancs. Vous permettez que nos mamans de Sago puissent se prendre en charge en réhabilitant leurs projets d'élevage de poulets. Vous permettez que le sous-préfet, représentant du chef de la nation dans notre zone, ait un toit décent et digne de son rang. Soyez-en remerciés. En plus de ces dons, les jeunes des deux sous-préfectures ont été instruits par une mission technique du FNJ, le Fonds national de la jeunesse, sur les procédures pour accéder au financement.
L'Afrique du Sud rend hommage à Madiba. Le premier président noir du pays est décédé le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans. Premier anniversaire commémoré ce vendredi à Freedom Park à Pretoria, lieu de mémoire des martyrs de la liberté. Sa veuve s'est exprimée au cours de la cérémonie. Je sais que Madiba est en bonne compagnie. Cette pensée m'a soutenue tout au long de cette année, a-t-elle dit. La cérémonie a lieu en l'absence du président Jacob Zuma en déplacement à Pékin pour une visite d'État et un forum économique. Autre information qui vient de tomber, la CPI abandonne les poursuites contre le président Kenya, Uhuru Kenyatta. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara était l'invité spécial de l'Institut Aspen Europe-Afrique. Il a accordé une interview au président de Aspen France, Cyril Benoît, entretien dans lequel le président de la République a expliqué ses actions et sa vision. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.